Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer le cours de théorie de communication, donc du master académique, communication mondiale. Donc je vous donne les contacts donc, pour avoir des cours et de la documentation. Donc on va reprendre avec une chaîne de communication. Généralement, on a un émetteur qui donne des signaux S de I de T avec I variant de 1 à M, un canal de transmission. Et en sortie, on obtient donc le signal Y de T qui est la somme du signal transmis plus le bruit. Donc ce signal va être récupéré par le récepteur. Donc généralement, le canal de transmission est modélé par un canal AWGN. Donc c'est un canal idéal avec du blanc additif, avec du bruit blanc additif et gaussien. Donc le canal sera sous cette forme-là. Donc S de T va traverser un canal idéal, donc dont la fonction de transfert elle est égale à 1. Et puis, donc, on va avoir un additionneur auquel on va ajouter du bruit N de T. Donc le bruit, c'est du bruit blanc additif et gaussien. Donc dans la densité spectrale de puissance, elle est égale à donc, la variance au carré, qui est égale à 1,0 sur 2. Donc c'est la puissance du bruit. Et donc, en sortie, le signal sera tout simplement donc Y de T est égal à S de T plus N de T. On va parler de la signalisation MR. Donc, je suis dans un ordre M, dans un canal AWGN. Le modèle, le signal reçu, c'est le signal transmis plus le W, donc le bruit, donc blanc gaussien et additif. L'hypothèse qu'on va faire, c'est que Y de T, c'est la somme de SI de T plus N de T, avec I variant de 1 à M. N de T, donc on a dit que c'est un bruit blanc additif et gaussien de densité spectrale sigma X au carré, donc qui est égal à 1,0 sur 2. On va considérer les signaux et le bruit comme des signaux à valeur réelle dans toutes nos dérivations. Donc ceci va s'appliquer aux signaux réels en bande de base ou des signaux passe-bande. On suppose qu'il y a eu des modulations des signaux passe-bande pour ne considérer que les signaux en bande de basse. Donc, même si on utilise une modulation, donc on va supposer qu'il y a eu des modulations pour pouvoir donc ne parler que des signaux en bande de base. Donc, une fois qu'on aura tiré des résultats, donc une fois qu'on aura fait les calculs, donc on pourra prendre les résultats des signaux complexes basse-bande à partir de ceux en bande de base. Les résultats clés, on se restreint donc à un espace signal à dimension finie, malgré que le signal reçu est contenu dans un espace à dimension infinie. Le récepteur optimal va adapter le signal reçu à chacun des M signaux possibles transmis sans bruit et sélectionne celui qui s'adapte le mieux donc, pour la réception. Géométrie des signaux, elle est préservée en général. On dit que les produits scalaires des signaux sont préservés lorsqu'on les projette dans l'espace des signaux. Donc, le produit scalaire, il reste le même. Donc, je produis scalaire de SI par SJ, donc un produit scalaire. Donc, en remplaçant les signaux par leur décomposition en série, donc je vais obtenir ceci. Si je fais la sommation, donc je vais avoir une double sommation. Donc les AI sont des constantes, donc il ne reste que le produit scalaire sur psi cap psi j. Donc le produit scalaire sur psi cap psi j, on a vu qu'il était égal au symbole de Kronecker, donc qui est égal à 1 lorsqu'ils sont identiques et qui est nul lorsque K et L sont différents. Donc je continue ceci. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que si je prends cette double sommation, si je prends K est égal à L, donc j'exclus tout ce qui est différent, donc je ne garde sur le égal ici que lorsque K est égal à L, avec K variant de 1 à N. Donc le symbole de Kronecker il sera égal à 1, et donc on ne gardera que les coefficients AIJ, AIK.
A, JK, et K. Et donc, ce sera tout simplement le produit scalaire entre SJ et SJ. Donc, vous voyez que je travaille avec les signaux, que je travaille avec l'espace des signaux, je garde toujours le même produit scalaire. La géométrie euclidienne dépend seulement des produits scalaires. Donc, toute la géométrie relative à la constellation du signal ne change pas. Donc, la constellation du signal reste toujours la même, que je travaille en géométrie euclidienne ou bien en géométrie relative à la constellation. On va voir que les performances dépendent seulement de la géométrie relative. Donc, le bruit WGN à travers les corrélateurs, la proposition ci-dessus est la clé pour comprendre la géométrie du bruit, donc pour comprendre comment le bruit va agir sur le signal. Donc, cette proposition de bruit donc, additif gaussien et gaussien et blanc à travers les corrélateurs. Donc, je vais prendre deux signaux U1 et U2 qui sont à énergie finie et noter un bruit, donc gaussien et blanc, de densité spectrale, sigma au carré est égal à N0 sur 2. Alors, les produits scalaires, NU1 et NU2, sont conjointement gaussiens avec une convariance qui est égale à donc convariance NU1, NU2, donc des deux signaux. Donc, ce sera égal à, donc si je fais le calcul, ça va être égal à sigma au carré. Et donc ici, le produit scalaire U1, U2. On démontre. Donc je vais avoir covariance de NU1, NU2, donc des produits scalaires. Hein, convariance des produits scalaires NU1, NU2. C'est égal à l'espérance mathématique des produits scalaires NU1, NU2. Cela s'écrit donc ici, le produit scalaire, c'est l'intégrale de N dt U1 dt, N dt, N de taux, U2 de taux, des taux. Donc l'intégrale de tout ceci. Donc cette convariance va s'écrire, donc ici, les U dt, je vais les regrouper. Et les U dt, c'est des signaux donc, qui sont comment on appelle ça, qui sont réels et non aléatoires. Donc, ça donne des constantes. Il me reste seulement l'espérance de N de t et N de taux qui sont donc des signaux aléatoires. Donc, cette convariance, elle est égale à quoi? Elle est égale à l'intégrale de U1 de t, U2 de t, multiplié, donc ceci, on sait que c'est là. C'est tout simplement l'espérance mathématique de N dt, N de taux, c'est sigma au carré, donc que multiplie delta t moins taux dt des taux. Donc si t est égal à taux, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le delta de t, il sera égal à 1 à t est égal à taux et nul ailleurs. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir le sigma qui est une constante, et il me restera seulement l'intégrale de U1 et de t. Et donc, cette intégrale U1 de t, par définition, c'est tout simplement le produit scalaire de U1 de 2. Donc, vous voyez la covariance du produit scalaire de deux produits scalaires, elle est égale donc à sigma 2, la corrélation ou bien le produit scalaire U1, U2. Donc, chemin vers une géométrie, vers une vue géométrique, donc avec plus de détails. La contribution du signal est dans l'espace signal à dimension finie, dimension au plus égale à 1, donc au maximum elle est égale à 1, étalée par un signaux reçu possible sans bruit. Les composantes du bruit sont de deux types. Elles sont soit orthogonales à l'espace signal, ou bien ce qu'on appelle les composantes du signal. On dit alors que leur contribution est non pertinente. Donc s'ils sont orthogonaux, leur contribution est non pertinente pour la décision. Donc on va voir par la suite avec le schéma pour expliquer ceci de façon plus simple.
et elle est indépendante de la contribution du bruit dans l'espace du signal. Donc, elle ne dépend pas. Donc, les composantes du bruit sont orthogonales à l'espace de signal, donc, ou aux composantes du signal. On dit que leur contribution est non perturbante, donc elle ne va pas avoir d'effet. Et elle est indépendante de la contribution du bruit dans l'espace du signal. Deuxième possibilité, c'est que la composante du bruit sont dans l'espace du signal. Donc, si elles sont dans l'espace du signal, elles vont s'ajouter aux composantes du signal. Et si elles s'ajoutent aux composantes du signal, leur effet est important, donc il est pertinent pour la décision et se traduit par des erreurs de décision. Donc ça veut dire que la composante dans l'espace de signal du bruit, elle va affecter la décision et elle va se traduire par des erreurs de décision. Celles-ci peuvent être représentées par des vecteurs à dimension finie, simples à appliquer dans le cadre de la théorie de la détection. Donc, ces contributions pertinentes, elles peuvent être représentées par des vecteurs à dimension finie et on peut les appliquer dans le cadre de la théorie de la détection. On peut restreindre notre attention aux contributions du signal et du bruit dans l'espace du signal. Donc, on va prendre en considération surtout celle-ci. On va montrer que les composantes orthogonales ne sont pas importantes, ne sont pas, disons, à effet. Le développement détaillé. Donc, je vais prendre une vue géométrique du bruit. Donc, je considère que j'ai un bruit. Ce bruit ici, il varie autour d'une valeur moyenne, puisque le signal est aléatoire, le bruit est aléatoire. Donc, il varie autour d'une valeur moyenne, puisqu'on a dit que le bruit est gaussien. Donc, ça veut dire que si je calcule sur n'importe quel trait parallèle ici, si je compte le nombre de points de passage du signal à travers ce niveau-là, je vais trouver un certain nombre n. Plus je vais vers la valeur moyenne, qui est l'axe en bleu, plus le nombre de passages du signal est important, d'où on va avoir des échelles plus importantes. Donc là, ici, c'est l'amplitude du bruit en fonction de la densité de probabilité donc, de bruit, qui est Px. Et donc, on voit bien qu'on a une forme en chapeau, c'est bien, donc une forme gaussienne. Donc, si je représente la géométrie des signaux SI, donc je vais avoir S1. Donc, sa projection va me donner les coordonnées A1 sur la base Psi2 et A11 sur la base Psi1. Maintenant, si j'ajoute du bruit au signal, donc je vais avoir ici la projection du bruit qui se trouve ici sur, bien sûr, comme A12, donc il y a une projection du bruit dans cette partie-là. Donc si je regarde, par exemple, à un certain moment, au lieu d'avoir cette valeur-là, je vais avoir cette valeur-là à cause du bruit. Ça veut dire que le signal, on lui a ajouté du bruit. Et sa projection qui est normalement A1, 2, du fait qu'il y a eu une composante qui a été ajoutée à N de T, on va le retrouver par exemple ici. Et donc vous voyez que le A12 a changé de place et généralement à cause du bruit, il va toujours se retrouver à l'intérieur de ce nuage. La même chose pour A11, donc la contribution du bruit qui se trouve ici, donc va donner comme ici, par projection, un autre nuage ici de bruit et il est possible qu'à un certain moment, donc le A11 va se trouver ici. Vous voyez que maintenant, le A11, A12 et A11 n'ont pas les positions idéales donc lorsqu'on fait la projection du signal en dehors du bruit. Donc ici, je vais avoir la projection du bruit suivant l'axe Psi2 ici, et qui est donc la projection de A12. Ici, qu'est-ce que je vais avoir? Donc vous voyez, je vais avoir deux composantes du bruit. Je vais avoir une composante qui est parallèle à l'axe, qui est celle-ci, et une composante qui est donc parallèle à cet axe-là, donc elle est sous cette forme-là. La même chose pour le bruit. Donc pour le point A1, donc, on va faire la projection sur l'axe
perpendiculaire et sur l'axe parallèle. Donc, on va avoir deux composantes. Attention, ces deux composantes, c'est la composante A12 affectée avec du bruit. C'est pour ça qu'ici, on a mis un psi2 ou bien un psi1. Normalement, un psi1 et un psi2. Donc, vous voyez l'effet du bruit, parce que le bruit se trouve ici. Donc, il y a une composante qui va s'ajouter dans ce sens, il y a une composante qui va s'ajouter dans ce sens-là. Les composantes du signal reçu dans l'espace signal peuvent être représentées comme un vecteur à dimension finie. Donc, YS, c'est la somme de YT, donc c'est le produit scalaire Y par psi J, que multiplie psi J. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? C'est égal à la somme de J à N de YJ psi J. Ceci implique que YS, c'est tout simplement le produit. Ici, c'est les composantes du signal YS, c'est les composantes, donc ça c'est la composante ou bien la projection de Y sur psi J. Ici, c'est les différentes projections du signal Y sur psi1, psi2 jusqu'à psi n. Donc, c'est en quelque sorte les composantes du signal. Sous l'hypothèse que H pour I variant de 1 à m, je vais avoir Y, donc le signal qui est égal, le signal reçu, qui est égal au signal reçu plus de bruit, ou signal transmis plus de bruit. Donc ici, je vais avoir YS, que je note sous cette forme-là, plus YT, qui est donc la composante orthogonale. Et ça me donne donc SI de T plus N. Donc SI de T, c'est les sommes de SI, psi de N. Donc vous voyez ici les différentes composantes du signal sur les axes, ou bien sur les fonctions de base psi1, psi2 et psi-n. N aussi a les différentes composantes, ou bien les différentes projections de NI sur les différentes fonctions de base. Les composantes du signal reçu orthogonal à l'espace signal sont donc Y de T. Elle est égale à Y de T moins YS. YS, bien sûr, c'est la projection, plutôt c'est le signal qui est dans le même sens que le signal Y de T. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le signal Y de T reçu, moins les différentes, donc la somme des YI psi J, donc qui sont des composantes orthogonales. On va montrer cette non-pertinence. Donc on va montrer que si on travaille sur un modèle à dimension finie pour les composantes de l'espace signal, donc sur la base d'une hypothèse HI, donc Y de T, elle est égale à SI de T plus N de T, c'est le bruit. Si je prends les composantes orthogonales à l'espace signal, donc ces composantes du bruit, indépendamment donc, du signal transmis. Donc elles ne dépendent pas du signal transmis. Donc ce Y de T qui est donc orthogonal, donc c'est la composante orthogonale, elle est égale à Y de T et bien sûr, moins la somme ici, le produit scalaire va me donner de YT psi J, c'est les composantes de Y sur psi J, que multiplie psi J. Et donc, je vais avoir, ici, je remplace Y de T par SI de T par plus N de T, et moins cette somme. Donc, je remplace aussi Y de T par SI de T, N de T, et je vais avoir donc le produit scalaire de SI plus N, produit scalaire de SI plus N par psi J, que multiplie psi J. Donc je continue. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici toujours le signal plus le bruit. Donc moins, ici je vais décomposer donc, cette somme. Je vais avoir une somme où donc, je vais avoir le produit scalaire de SI psi I et une somme où je vais avoir le produit scalaire de N ici avec psi J, que multiplie dans les deux cas, donc psi J. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, la composante orthogonale, si je compare donc ceci, donc ça c'est le signal.
Donc, il me reste le bruit ici et il me reste le bruit ici parce que ça, c'est une autre composante qui dépend du signal. Donc, ici, tout ce qui dépend du bruit, c'est seulement donc, N de T, donc cette partie-là, et cette partie-là qui dépend du bruit. Et donc, je vais l'appeler tout simplement N de T moins, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le produit scalaire de N par psi de T, donc c'est les projections de N sub psi de T multipliées par psi G, et c'est ce qui donne donc la composante orthogonale. La composante de bruit orthogonale à l'espace signal est indépendante de la composante du bruit dans l'espace signal. Et ils sont donc conjointement gaussiens, et il suffit de montrer donc qu'elles sont non corrélées. Donc si la composante orthogonale n'est pas corrélée avec celle qui est dans l'espace du signal, donc à ce moment-là, donc ils ne sont pas corrélés. Donc 1 et 2, donc les deux composantes des points ici 1 et 2 impliquent la non-pertinence en utilisant le théorème similaire de l'exemple du scalaire. Donc on voit bien que ça n'influe pas sur le signal. Pour le calcul de la convariance, pour montrer l'appartenance, on démontre que ces covariances sont nulles. Donc, c'est la convariance de N de T avec NK. Donc, c'est l'espérance mathématique de N de T par NK. Et c'est l'espérance mathématique de N de T. Donc, je remplace le N de T par N de T que j'ai obtenu tout à l'heure, ici. Je remplace par ceci. Moins psi J que multiplie NK. Donc, l'espérance mathématique de N de T, regardez. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre le J de A à N, donc de NI de T jusqu'à psi J. Donc, ceci, ça va me donner quoi? Ça va me donner tout simplement les NIJ, donc c'est les composantes, ou bien les projections, c'est les différentes bases psi J, que multiplie donc le psi J qui est là, et donc multiplié par N de K. Donc, si je prends l'espérance mathématique de ceci, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici l'espérance mathématique de N de T par NK, pardon, donc N de T par NK, puisque je fais le produit, et puis l'espérance mathématique de la somme des NJ de K que multiplie NK. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement psi J de K est à valeur égale à 1, donc l'espérance mathématique, je peux intervertir l'espérance mathématique et le signe somme entre les deux en faisant sortir bien sûr le psi J de K. Donc on obtient ceci. Maintenant on utilise le fait que En de T NK c'est égal à En de T N psi de K, parce que ici NK c'est les valeurs de psi de K, donc c'est des projections. C'est égal à N de T, donc je vais utiliser ici la projection, donc je remplace ce produit scalaire par une intégrale. Donc, sachant que N de T et N de tau sont des variables aléatoires, alors que psi K, c'est une valeur qui n'est pas aléatoire. Donc, je la fais sortir de l'espérance mathématique. Donc, je la fais sortir de l'espérance mathématique. Et bien sûr, j'intervertis aussi l'intégrale avec l'espérance mathématique. Donc, ça me donne l'espérance mathématique de NT que point N de tau, donc le produit. L'espérance mathématique de NT, NK, elle est égale donc à l'intégrale psi K, donc je reporte cette valeur. Donc ceci est égal à quoi? Ceci est égal à sigma au carré, delta de T moins tau, que multiplie donc psi K d tau. Donc lorsque T est égal à tau, donc je vais avoir tout simplement sigma au carré psi K. Pour avoir donc covariance de NT, NK, donc je vais avoir ici c'est sigma carré psi K de T, et ici je vais avoir moins sigma carré psi K de T. Et donc les deux valeurs sont égales, donc la covariance est nulle. Donc ça veut dire que la composante orthogonale n'a pas d'effet sur la représentation
du signal dans le domaine des fréquences. Voici quelques représentations de l'espace de signal pour quelques constellations. C'est-à-dire, quand on parle de constellation, c'est la représentation géométrique du signal après modulation. Par exemple, si j'ai une modulation quadratique QPSK, qui peut être soit une 4 PSK ou bien une 4 QAM. PSK, c'est Phase Shift Keying, et la QAM, c'est Quadratic Amplitude Modulation. Donc, on va avoir des courbes, plutôt les constellations, qui se ressemblent, hein, qui sont presque identiques. Ici, je vais avoir une 8 PSK, donc avec un déphasage, Phase Shift Keying, donc à 8 points. Et ici, je vais avoir donc une 16 QAM. Donc 16 QAM, la différence qu'il y a entre PSK et QAM, dans la PSK, j'ai une seule porteuse. Donc si j'ai une seule porteuse, ça se traduit par un cercle, un cosinus ou bien un sinus. Donc si j'ai une seule porteuse. Ici aussi, la PSK, j'ai une seule porteuse. Donc là aussi, la constellation, les points de la constellation vont être sur un cercle. Ici, j'ai deux quadratures en face, c'est quadratures d'amplitude modulation. Donc, c'est des modulations d'amplitude avec deux porteuses en quadrature. Et donc là, on voit bien que ici, j'ai 16 points. Donc, 4 points pour chaque porteuse, et ça me donne donc 16. Représentation en bande de base complexe. Le grand tableau. N'importe quel signal passe-bande à valeur réelle peut être représenté par un signal en bande de base qui est en général la valeur complexe et appelée enveloppe complexe ou bien représentation en bande de base complexe. Donc ça, c'est pour les gens qui ont fait le cours donc de, bien sûr, des modulations sous forme analytique. L'enveloppe complexe transporte toute l'information dans le signal passe-bande et des opérations de filtrage passe-bande peuvent être réalisées de façon équivalente en bande de base complexe. La représentation à deux dimensions de l'enveloppe complexe, donc en coordonnées cartésiennes, c'est une paire de formes dans bande de base à valeur réelle appelée composante en phase et composante en quadrature. En coordonnées polaires, c'est l'enveloppe et la phase. Donc on a seulement deux variables. Exemple, je vais avoir x de t. X de t, c'est un signal réel. Il a un spectre étroit et il a une énergie finie, epsilon. Donc ce signal x de t, on le fait passer à travers d'un filtre de Hilbert. Et ici, quand on le fait passer à travers le filtre de Hilbert, il va subir un déphasage de pi sur 2. Donc s'il subit un déphasage de pi sur 2, donc le x de t sera noté x chapeau de t, qui est la transformée de Hilbert de x de t. Donc là, le signal, il a subi un déphasage, on lui ajoute un J, pardon. Donc on le multiplie par J pour avoir la valeur complexe. Donc ici, c'est la valeur réelle de x de t qui va passer. Ici, c'est la valeur déphasée de pi sur 2 du signal réel auquel on en ajoute un J. Donc ça devient tout simplement une partie imaginaire. Le signal analytique A obtenu, c'est la somme de x de t et bien sûr de la transformée de Hilbert multipliée par J. Et on va obtenir le signal A de t. Ce signal A de t est modulé à l'aide d'une exponentielle J oméga 0. Et donc, je vais obtenir une enveloppe complexe du signal. Donc, ce E de A va être égal, plutôt sera transformé en E de x de t, qui est une enveloppe complexe, avec J oméga 0 t. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un bon. Donc, pour extraire la partie réelle, ça va me donner x1. Si je prends la valeur imaginaire, ça va me donner le x2. Et si je prends le module, ça va me donner ax de t. Pourquoi? Parce que ici, c'est une enveloppe complexe. Quand on a un nombre complexe ou bien une fonction complexe, on a une partie réelle, une partie imaginaire, un module
et une phase. Donc, on peut utiliser soit ceci, soit ceci. Donc, première composante de Rice, donc cette espèce-ci, elle s'appelle première composante de Rice. La deuxième composante de Rice, l'amplitude instantanée et la phase instantanée. Donc, si je regarde le tableau ici, on a les différentes valeurs. Donc, ici, la fonction de x de t par h de t. Donc, x de t, c'est quoi? C'est moins x chapeau de t convolué avec h de t. Si je prends la valeur réelle de xa de t, ici, la valeur réelle de x, e de x de t exponentielle j oméga 0, parce qu'on a multiplié par x0. Ici, je vais avoir en fonction de x1, donc la valeur de x1 de t cosinus oméga, parce que quand je développe ceci, je vais avoir x1 de t plus x2 de t sinus oméga 0. Si je prends en fonction de l'amplitude instantanée et la phase instantanée, je vais avoir tout simplement un z cosinus oméga 0 t plus phi x de t. La valeur de x bar qui est ici, donc c'est la transformée de Hilbert, c'est le produit scalaire de x de t par h de t. Donc ici, c'est la valeur réelle de x de a. Et ici, c'est l'imaginaire de ex de t, donc ici, c'est à ce niveau-là. Et puis ici, je vais avoir x1 de t sinus oméga 0 t moins x2 cosinus oméga 0. Ici, dans ce domaine-là, puisque c'est la transformée de Hilbert, on avait dit que on va la déphaser de pi sur 2, ça nous donne donc, au lieu d'un cosinus, ça nous donne un sinus oméga 0 t. Donc xa de t, c'est ce qu'on obtient ici. xa de t, c'est l'exponentielle ij oméga t que multiplie x de t plus jx chapeau, donc ici. La partie donc f de xa, c'est tout simplement ej oméga t, xa de t. Ici, la partie imaginaire, c'est e de x de t. En fonction de x1 et x2, donc je vais obtenir x1 moins jx2 exponentielle j oméga t. Et ici, je vais avoir tout simplement az de t que multiplie donc l'exponentielle. Ça regroupe ces deux paramètres. Le EZ, c'est l'exponentielle j oméga t que multiplie donc jx de t plus j chapeau. Donc c'est le xa ici, qu'on multiplie par l'exponentielle. Donc je vais avoir x, ça va multiplier par l'exponentielle. Ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement le x oméga t. Pourquoi? Parce que je vais avoir l'exponentielle positive, l'exponentielle négative, donc ça me donne seulement l'exponentielle. Ici, je vais avoir le x1 moins jx2, et ici, je vais avoir tout simplement, puisque l'exponentielle va disparaître, je vais avoir az de t exponentielle j phi de t. Donc x1, donc là, il faut, dans ce tableau-là, c'est un résumé de la transformée de Hilbert. Hein. Donc les gens qui n'ont pas fait ce cours, donc je vous appelle à aller étudier ce cours, ou sinon me contacter sur le email et je vous enverrai donc toute la documentation nécessaire. Donc x1 et x2 sont obtenus donc par combinaison de x et de x de t, et on va avoir une relation sous cette forme-là. Là, c'est la partie réelle de ceci. Ici aussi, le xa, donc c'est la partie réelle. Ici aussi, c'est la partie réelle de ceci. Ici, la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, si en termes de x1 et x2, bien sûr, c'est x1 et x2. Et ici, comment obtenir x1 en fonction donc de az de t et cosinus vx. La même chose ici. Az de t, c'est la racine donc, du carré des deux composantes, donc la composante x et x chapeau. C'est le module de xa. C'est le module ici de l'exponentielle, et ici racine de x1 au carré plus racine plus x2 au carré, az. La phase, donc comment l'obtenir? Donc c'est l'arc tangente de
la transformée du Hilbert sur x de t moins oméga 0 de t, et ainsi de suite. Donc, toutes ces valeurs sont données. Donc, ceci, c'est un résumé de la transformée de Hilbert. L'architecture d'un émetteur-récepteur moderne sont basées sur des signaux complexes en bande de base. Donc, en général, les émetteurs-récepteurs modernes actuels utilisent l'enveloppe complexe plutôt que les signaux passe-bande. Les signaux complexes en bande de base peuvent être représentés par l'échantillon prélevé à la fréquence d'échantillonnage requise. Réaliser des traitements numériques compliqués à l'aide de DSP, donc de Digital Signal Processor, donc c'est des processeurs de signaux numériques, sur les échantillons ne coûte pas cher. Cette architecture a permis des économies d'échelle dans le cellulaire et dans le Wi-Fi. Donc, c'est appliqué, donc ces architectures sont, disons, appliquées dans tout ce qui est téléphonie cellulaire et le Wi-Fi. Toutes les opérations sont en bande de base complexe pour un émetteur-récepteur sans fil typique. Donc, voilà qu'est-ce qui se passe. Donc, je fais un codage de canal, puis une modulation, une mise en forme spectrale. Donc ça, tout ça se fait par un traitement sur un processeur de signaux numériques. Ici, on obtient une enveloppe complexe. On fait une transposition donc pour pouvoir avoir des signaux radiofréquences. Donc ici, on sort en signaux radiofréquences. Donc une transposition de fréquence, ça veut dire c'est un décalage des fréquences vers les signaux RF. À la réception, on fait le contraire, on obtient une enveloppe complexe et donc on fait un filtrage, une synchronisation, puis une démodulation, donc modulation, démodulation et un décodage. Tout ceci se fait par donc des traitements sur processeurs de traitement numérique de signal. Donc vous voyez que ça va simplifier la réalisation des émetteurs et des récepteurs. L'espace signal pour les signaux passe-bande à 2D. Donc là, on va maintenant voir des signaux passe-bande. Il peut être décrit par un signal passe-bande. C'est racine de 2 SC, cosinus de πfc, et racine de 2 SS de t sinus de pi f de t. Le SP peut s'écrire aussi en représentant le SE, c'est quoi? C'est la porteuse multipliée par cosinus, et ici, la porteuse multipliée par donc P et T est la fonction porte. Les formes en bande de base à valeur réelle, il y a les composantes en phase et les composantes. Donc ici, SC, c'est la composante en phase. Donc c'est tout simplement un BC multiplié par P de T qui est la fonction porte. Indice C, c'est pour dire que c'est la composante en cosinus. Et un indice C, c'est la composante en quadrature pour dire que c'est le sinus. L'information est codée par le couple BC-BS, suivant l'axe du cosinus et l'axe du sinus. Ce couple représente donc les coordonnées. L'espace signal à 2 dimensions avec un choix naturel donc, des bases. Donc je vais prendre tout simplement la fonction de base qui est racine de 2 pt cosinus de pi fct, et la composante en sinus, donc la deuxième en orthogonale, c'est moins 2p de p et de t sinus de pi ft. Donc p de t étant bien sûr la fonction porte. Le vecteur signal reçu à 2 dimensions est le suivant. Donc y, c'est la composante suivant le sinus, le cosinus est la composante suivant le sinus. Donc elle est égale à la composante du signal, donc suivant psi 1 et suivant psi 2, cosinus et sinus. La même chose pour le bruit. On peut choisir une échelle arbitraire pour ce qui compte. Pour tout ce qui compte, c'est le rapport S sur V. Donc NC et NS sont indépendants et identiquement distribués. Donc ces deux composantes qui sont orthogonales, donc étant orthogonales, donc elles sont indépendantes et elles ont donc la même distribution de la puissance, donc sous forme donc d'un bruit qui est tout simplement gaussien, donc de valeur moyenne et de variance
sigma x au carré. Donc l'enveloppe complexe, c'est tout simplement S de t, elle est égale à SC de t plus JS de t. Donc S de t, il est bien sûr projeté sur les deux axes en cosinus et en sinus. Donc en coordonnées rectangulaires, les composantes EQ sont des parties réelles et des parties imaginaires. Donc si je considère en coordonnées réelles, je vais avoir deux composantes I et Q qui sont des parties réelles et imaginaires. Donc l'axe des X, c'est les composantes réelles, et l'axe des Y, c'est les composantes imaginaires. Donc en coordonnées polaires, donc on va avoir tout simplement une enveloppe et la phase. Donc E de t, il est égal au module de S de t. S de t. Donc c'est la racine de SC et SS au carré. Et bien sûr, la phase tangente, c'est la tangente moins 1, donc de SS sur SC. Trois manières d'écrire le signal en bande de base. En termes I et Q, donc si je prends deux coordonnées, en phase et en quadrature, SP de t, ce sera racine de 2 SC cosinus de pi FC, et moins racine de 2 SS, donc c'est la composante en sinus, que multiplie le sinus. En termes d'enveloppe complexe, SP de t, c'est la partie réelle de R2 S de t, donc qui est représentée par SC et SS. En termes d'enveloppe et de phase, donc SB de t, c'est E de t cosinus de pi F C de t plus θ de t. Donc si on regarde dans le domaine fréquentiel ce qui se passe avec cette enveloppe complexe, donc ici la partie réelle de SP de F mise à l'échelle, donc je vais avoir les deux composantes ici, puisque c'est un cosinus. Donc le cosinus dans le domaine fréquentiel, on a une largeur de bande A plus FC et la transposée ou bien l'inverse, donc au niveau des fréquences négatives. Donc, si on ignore les parties négatives, les fréquences négatives, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc pour avoir ceci, je fais tout simplement une transposition de fréquence. Donc ce spectre-là, au lieu qu'il soit à F0, je vais le décaler à F moins F0, F moins FC. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais le mettre au milieu ici. Donc vous voyez, ici je vais avoir FC moins F0, plutôt cette fréquence-là, moins FC, et c'est cette fréquence-là, moins FC. Donc c'est la transposition de fréquence. Transposition, donc à gauche de FC. J'ai le signal qui est mis à l'échelle de racine de 2. Donc s'il est mis à l'échelle de racine de 2, donc on aura seulement les deux portes. Si on ignore la partie négative, donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc quand on dit ignorer la partie négative, ça veut dire qu'on fait une transposition de fréquence et on obtient donc ici la partie imaginaire. Donc cette partie imaginaire, c'est racine de 2b. Donc on va voir comment on obtient C. Par construction, on voit que à partir de n'importe quel signal passe-bande, on peut dériver un signal en bande de base en valeur réelle. Mais est-ce que ceci satisfait la relation dans le domaine temporel dont on a besoin? Oui, donc on peut construire la partie des fréquences positives du signal passe-bande par transposition de SF, donc c'est ce qu'on a vu ici. Cette partie-là, on lui fait une transposition, ou bien cette partie-là, on lui fait une transposition, et on obtient donc les deux schémas dans le cas de la partie réelle et de la partie imaginaire. Donc, on fait une transposition vers la droite de FC en mettant à l'échelle la racine carrée de 2. Donc, la partie des fréquences négatives est ensuite déterminée par conjugué symétrique, conjugué et inversé autour de l'énergie. Donc, SP de T, c'est tout simplement la transposition de signal par FC. Donc, vous voyez, c'est F moins FC. Et on met donc une valeur de racine de 2, c'est pour mettre à l'échelle. Donc, on sait que SF de C, c'est si je transforme dans le domaine temporel, donc un décalage de fréquence se traduit par la multiplication par une exponentielle JP de FCT.
Le conjugué de moins FC, c'est aussi donc le signal S de t par, donc il est multiplié par l'exponentielle, donc c'est tout simplement une modulation ici, une modulation avec une exponentielle de pi FCT et donc le tout conjugué. Ceci donne les relations désirées dans le domaine du temps. Donc SP de t, c'est, si je prends, parce que ici c'est SP de f, donc son homologue de côté temporel, ce sera SP de t. Donc ce sera tout simplement S de t l'exponentielle, plus S de t l'exponentielle, conjugué, le tout mis sur racine de 2. Et donc, ceci, si je prends la partie réelle, donc c'est racine de 2, la partie réelle de S de t exponentielle J pi f de t, parce que ici j'ai le conjugué, donc la somme du signal avec son conjugué, elle me donne donc seulement la partie réelle. Orthogonalité de I et Q. Donc si je regarde le racine de 2 SC de t cosinus de pi fct et racine de 2 SS de t, donc c'est la composante suivant le sinus, sont orthogonaux tant que SS et SC sont en bande de base, avec une largeur de bande plus petite que FC. Donc les deux signaux, SC et SS, donc les deux projections du signal, sont orthogonales, puisque c'est la projection sur des axes orthogonaux. Donc le produit scalaire passe-bande en termes de produit scalaire en bande de base complexe. Donc si j'ai UP-VP, produit scalaire de UP et VP, c'est égal à le produit scalaire de UC-VC. Donc UP c'est UC plus US plus JUS. Donc si je fais le produit scalaire, donc c'est la somme des deux produits scalaires des deux composantes, donc orthogonale et bien sûr en phase. Ici c'est sur le cosinus, ici c'est sur le sinus. Et tout simplement c'est la partie réelle du produit scalaire de UV. Pour les échelles choisies, les généralités du signal passe-bande et l'enveloppe complexe sont égales. Donc, on obtient à partir de la formule du produit scalaire en mettant les deux signaux comme un seul signal. Un exemple ici, trouver le produit scalaire de deux signaux, donc passe-bande. I c'est 0,1, donc c'est la fonction porte, cosinus de pi 2, et I est égal à 1,3 cosinus 300 pi de t. Pour la transposition du signal en bande de base, à partir d'un signal en bande passante, donc j'ai les deux composantes du signal, donc composante en cosinus, composante en sinus du signal passe-bande. Donc si je le multiplie par un cosinus et la mise en dispersion par un racine de 2 moins racine de 2, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement ici le signal SP de t, donc c'est un signal qui est en bande de base. Donc ceci est obtenu à partir ceci est la fin de cette partie-là.